Sur le plan politique, il est vrai que dans la quasi-totalité des États arabes, dont je rappelle qu'ils sont 22 en tout au sein de la Ligue arabe, évidemment, il n'y a pas eu de progrès et parfois on a même affaire à des régressions démocratiques si c'était encore possible. Effectivement, Daniel, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur le bilan de ce qu'on a appelé à tort ou à raison les printemps arabes qui ont fait irruption, voilà, tout juste 10 ans dans plusieurs pays du Maghreb et du Moyen-Orient, à commencer par la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, puis le Bahreïn et le Yémen, avec des conséquences multiples et tous azimuts sur les rapports de force régionaux et aussi d'énormes destructions humaines et matérielles. Alors, avec nous pour en parler, en ligne depuis la France, Frédéric Ancel. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes bien connu de nos auditeurs en tant que géopoliticien essayiste ainsi que professeur en sciences politiques à Sciences Po Paris, ou plutôt en sciences politiques à la Paris School of Business, et vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris en même temps que directeur de séminaire à l'Institut des hautes études de la défense nationale française. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages de géopolitique sur le Moyen-Orient et sur Israël, dont notamment le Moyen-Orient entre guerre et paix, paru en 1999, l'Atlas géopolitique d'Israël en 2008 et plus récemment, la géopolitique des printemps arabes, un sujet qui nous intéresse, en 2014, qui a reçu le Grand Prix de la Société de géographie. Et puis plus récemment, vous avez fait paraître cet automne aux presses universitaires de France, les PUF, un dernier ouvrage qui s'intitule « Les 100 mots de la guerre », une analyse donc sur les processus de guerre, si j'ose dire. Alors nous sommes donc dans cette période de la fin décembre, début janvier, qui marque l'anniversaire des 10 ans du début, à commencer par la Tunisie, je le disais à l'instant, de ce qu'on a appelé les printemps arabes, ces révoltes populaires, au départ populaires, contre des régimes despotiques qui ont fait irruption dans plus d'une demi-douzaine d'États arabes de la région. Or, une décennie après, le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan est désastreux. Car sauf peut-être en Tunisie où quelques changements démocratiques ont pu intervenir, la situation est restée la même en Égypte. La Syrie, quant à elle, a littéralement explosé pendant que des guerres civiles agitent le Yémen et la Libye et dans une moindre mesure, en tout cas jusqu'à maintenant, le Liban. Ce qui m'amène à une première question, Frédéric. Ce bilan globalement négatif qu'on peut tirer à la fois au plan humain, économique et social des printemps arabes, qui sont souvent devenus, c'est pas un jeu de mots, mais c'est comme ça qu'on en parle aussi, des hivers islamiques, n'apporte-t-il pas la preuve, selon vous, que pour différentes raisons historiques, religieuses et culturelles, ces pays font sans cesse face à trois types de possibilités. Soit la préservation du statu quo comme en Égypte, où le général Sissi a finalement remplacé Moubarak après la chute du bref intermède des frères musulmans, soit l'islamisme en tant que tel, qui constitue l'un des enjeux de la guerre civile en Syrie et au Liban, soit la démocratie, bien plus rare. Alors, laquelle semble finalement la solution la moins probable dans tous ces pays marqués par tant de divisions, de luttes internes et de violences et donc d'instabilité chronique. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles ? Alors, je vous dirais d'abord qu'effectivement, le bilan, si on s'arrête à la date de 2020, le bilan est désastreux puisqu'effectivement, vous l'avez rappelé, seule la Tunisie a constitutionnellement fait beaucoup de progrès vers la démocratie et aujourd'hui, la population tunisienne est plus libre qu'autrefois. En revanche, sur le plan politique, il est vrai que dans la quasi-totalité des autres États arabes, dont je rappelle qu'ils sont 22 en tout, au sein de la Ligue arabe, évidemment, il n'y a pas eu de progrès et parfois on a même affaire à des régressions démocratiques si c'était encore possible. J'ajoute que la dimension la plus désastreuse, en réalité, elle n'est même pas politique, elle est sociale. Parce qu'on oublie trop souvent, et c'est notamment le cas en France et dans une moindre mesure en Israël, on oublie trop souvent que les gens ne se révoltent pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi et surtout pour des raisons sociales. Or, aujourd'hui, dans le monde arabe pauvre, je ne parle évidemment pas de la péninsule arabique, dans le monde arabe pauvre, les populations sont encore plus pauvres, à certaines exceptions près, comme le Maroc. Donc, effectivement, c'est un double échec, mais je le dis immédiatement, c'est un échec total si on considère que ça a été un one-shot, en quelque sorte, qu'il y a eu une révolte et qu'on n'en parlera plus. Or, je pense que c'est le début d'un processus très long, sur des temps longs, comme l'aurait dit l'historien français Fernand Braudel, et qu'il y aura par conséquent des répliques, qu'il y aura d'autres secousses, car les mêmes causes entraînant les mêmes effets. Il n'est absolument pas imaginable qu'on n'assiste pas à des répliques, donc à d'autres
printemps arabes. Après, vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais vous voyez, je crois qu'il faut être extrêmement prudent. On est toujours, d'un point de vue, on va dire, citoyen et journalistique, dans le temps immédiat, dans l'émotion, et même 10 ans d'ailleurs, c'est quelque part le temps quasi immédiat. En réalité, sur des temps longs, prenez le cas de la Révolution française, prenez le cas des révoltes ou du printemps des peuples européens de 1848, par exemple. Eh bien, pendant les premières années, il y a eu échec, il y a eu drame, il y a eu confiscation des révolutions, mais sur des temps plus longs, en réalité, on constate de véritables progrès. Alors, si l'on se penche, justement, vous commencez à y faire allusion, sur les causes profondes de tous ces bouleversements, qui ont pris d'ailleurs des formes différenciées, bien sûr, dans chaque pays, j'aimerais vous demander si vous partagez l'analyse faite en son temps à la fois par le regretté philosophe politique André Glucksmann et aussi par le sociologue politique Alain Touraine, tous deux français, que vous avez sans doute rencontrés, selon une thèse selon laquelle les printemps arabes auraient constitué, 20 ans après l'éclatement de l'Empire soviétique et du monde communiste, une sorte de, je les cite presque mot à mot, ils ont donné des formules presque analogues, de dernière onde de choc tardive au Moyen-Orient de la fin de la guerre froide, avec donc l'explosion des États-nations dont les grandes puissances coloniales avaient arbitrairement fixé des limites artificielles lors de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale, un découpage de frontières qui a été imposé et qui a en fait été pulvérisé par les révoltes démarrées à la fin 2010 au début 2011. Vous partagez cette analyse d'une des causes de fond de cette éruption des printemps arabes ? D'abord, je dirais que le philosophe André Glucksmann, qu'effectivement j'ai bien connu et qui était un ami par ailleurs, a bien plus et bien mieux analysé ce phénomène qu'Alain Touraine, qui n'en est pas un connaisseur. Glucksmann, non, je n'étais pas d'accord avec lui, j'étais d'accord avec plein de choses avec André, mais certainement pas là-dessus. D'abord parce que l'URSS et le monde communiste était un bloc par définition idéologique, ce n'est pas le cas avec le monde arabe qui relève davantage du culturel et du linguistique. C'est le premier point. Le deuxième point, il n'y avait pas ou quasiment pas de jeunesse dans le monde communiste, au sens où il y aurait une masse critique capable de renverser un pouvoir. Tandis qu'en revanche, la jeunesse, il y a 10 ans, dans le monde arabe, elle est absolument pléthorique. 3, il n'y avait pas de chômage simplement parce qu'on n'avait pas le droit d'être désœuvré et d'être au chômage. Officiellement, ça n'existait pas dans le bloc communiste. Dans le monde arabe, c'est un fléau absolument permanent. 4, on a eu affaire à des révoltes ou à des révolutions qui se sont enflammées en quelque sorte dans le monde arabe, dans une partie du monde arabe, mais à chaque fois pro domo. Je veux dire par là que lorsqu'il y avait des manifestations en Tunisie, de la part des citoyens et des citoyennes en Tunisie, c'était pour un mieux-être ou un mieux-vivre en Tunisie et pas dans les autres pays arabes. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Alors que vous avez eu l'émergence de l'effondrement, si je peux me permettre ces termes peu appropriés, dans le monde communiste à l'époque, et cela en quelques années. Et puis, j'ajoute un dernier point, il y avait eu une forme de démocratie, notamment en Europe centrale et orientale. Je pense évidemment à la République tchèque, et à l'Allemagne, au moins à l'époque de Weimar, ce qui n'avait jamais existé dans le monde arabe. Il n'y a jamais eu de véritable démocratie dans le monde arabe. Alors on pourrait ajouter encore d'autres points de divergence, mais je pense que, et j'en ajoute un tout dernier si vous le permettez, la guerre froide en réalité avait touché bien sûr le monde arabe ou le monde arabo-musulman, même si vous préférez, mais ce n'était pas le clivage principal. On voit bien qu'aujourd'hui, le clivage principal, il est bien sûr social au sein d'un certain nombre de pays arabes, mais il est aussi surtout religieux, entre chiites et sunnites d'une part, et puis ajoutons un autre clivage entre nationalistes et islamisme. Bon, tout ça, évidemment, ça n'existait pas à l'époque de l'URSS. Alors, justement, pour approfondir un peu, aller dans le sens de votre analyse, je dirais, divergente, avec notamment André Glucksmann, en Tunisie, en Égypte, on a assisté presque au même phénomène, certes différencié, mais à une explosion et une révolte lancée au départ par les étudiants et les couches moyennes contre des régimes despotiques, mais qui a ensuite été récupérée au niveau des masses populaires, les plus nombreuses, par les islamistes radicaux en Égypte et aussi en Tunisie avec le parti religieux Ennahda. Alors n'est-ce donc pas alors, selon une formule qui avait été citée ces dernières années, que la mosquée a bel et bien supplanté et de très loin Internet et YouTube ? Alors, je dirais que la mosquée a supplanté quelque chose. Je ne dirais pas que c'est Internet et YouTube, parce que là, on est, me semble-t-il, sur une dimension très différente. Les islamistes utilisent, hélas, eux aussi beaucoup ces méthodes de communication modernes. Je dirais que la mosquée avait supplanté la rue. Elle avait supplanté les partis politiques. Elle avait supplanté les syndicats.
elle avait supplanté le monde associatif, puisque dans toutes ces dimensions où pouvait se développer la parole politique au sens très large du terme, la parole civique, la parole citoyenne, la parole sociale, eh bien, les choses étaient interdites. C'était très dangereux de faire de la politique dans les pays arabes sous dictature. Donc, les gens se réfugiaient à la mosquée. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que les dictateurs arabes, qu'en France, parfois, de manière très naïve, on a considéré comme des parangons de la laïcité ou en tout cas de islamisme, en réalité, ces régimes-là, pensez à Moubarak, mais c'était vrai malheureusement depuis même Sadat, ont joué d'une espèce d'alliance avec les islamistes. À vous, la mosquée, les gens ne pouvaient en réalité ne parler qu'à peu près librement, je dis bien à peu près librement, justement à la mosquée, dans cette mosquée ou dans cette institution scolaire où on distribuait un repas chaud aux gamins, parfois plusieurs repas chauds par jour aux gamins, ce que ne faisait plus l'État. Lorsque l'État-nation, vous avez employé le terme à juste titre tout à l'heure, n'assume pas ce qui me paraît à minima ces deux missions fondamentales, à savoir, un, assurer la subsistance à sa population, et deux, assurer la sécurité à sa population, eh bien, qui s'empare notamment de la subsistance? Ce sont les extrémistes. Les mêmes causes, notamment les mêmes causes sociales, produisant les mêmes effets, on risque évidemment, c'est plus qu'un risque à mon avis, la propension est quasiment de 100%, d'avoir de nouvelles secousses. Encore une fois, pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan de la revendication sociale. Alors Frédéric, comment expliquez-vous justement que l'un des pays les plus puissants du Moyen-Orient où l'islam règne en maître, à savoir l'Arabie saoudite, a pu surmonter quant à elle les troubles intérieurs si destructeurs des printemps arabes en conservant sa force et sa cohérence, contrairement à la Syrie ou à la Libye par exemple? Alors, sur l'Arabie saoudite, je crois qu'il y a deux raisons qu'on peut pointer dans le maintien de cette cohésion et l'échec donc d'un printemps arabe dans ce pays. D'abord, ce sont les 100 milliards de dollars que l'État saoudien, dès les premières semaines du printemps arabe en Tunisie et en Égypte, a posé en quelque sorte sur la table sociale. Et il faut se souvenir que l'Arabie saoudite est un pays beaucoup moins riche, où beaucoup de gens sont moins aisés qu'autrefois, et par conséquent, on a eu là la possibilité de freiner de manière forte, drastique, toute contestation, encore une fois, sur le plan social. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un État tribal et clanique. Le chef de l'État est le chef d'une tribu à laquelle les autres tribus ont fait allégeance, et cela depuis des décennies. Autrement dit, le mode d'exercice de la contestation et de la revendication en Arabie saoudite, il est en quelque sorte filtré par cette allégeance dont il faut toujours rappeler qu'elle est extrêmement importante. Alors, l'une des conséquences de ce malheur, de cette série de défaites, on peut dire, pour les masses populaires dans les pays dont nous avons parlé, qui passent de Karib en Silla, d'un dictateur à un despote, est paradoxalement peut-être positive pour Israël face à tous ces bouleversements, puisque on a assisté entre autres à la fin de la menace syrienne au nord du pays, avec l'éclatement de la Syrie d'Assad, et surtout à la relativisation à sa juste mesure de la question palestinienne, puisqu'à présent, Israël, on l'a vu ces derniers mois, a pu développer des alliances avec plusieurs pays sunnites de la région du Golfe qui ne considèrent justement plus la résolution du problème et du dossier palestinien comme rédhibitoire ou primordial afin d'aller de l'avant en passant donc désormais des accords stratégiques, militaires et économiques avec l'État juif. Alors, est-ce que c'est bon pour Israël malgré tout ? Alors, je vous dirais que d'un point de vue stratégique global, l'affaiblissement catastrophique du monde arabe en tant que tel, avec la Ligue arabe pour porte-parole qui n'est pratiquement plus écoutée par personne aujourd'hui, et l'affaiblissement interne d'un certain nombre d'ennemis ou d'anciens ennemis d'Israël, évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois, d'un point de vue macro-stratégique. Cela dit, on peut envisager les choses d'une autre manière. L'affaiblissement de pouvoirs forts et par conséquent la possibilité pour des groupes, y compris des groupes djihadistes, terroristes, proliférants, je pense notamment à la Syrie, c'est pas génial. Imaginez que l'Égypte aujourd'hui puisse s'effondrer, ou en tout cas que l'État central puisse perdre une grande partie de son pouvoir, notamment dans les péninsules du Sinaï, et vous imaginez les conséquences à la frontière avec Israël. Donc je dirais qu'il y a deux écoles, mais globalement, je suis personnellement de la première, c'est-à-dire que je considère qu'effectivement, de façon globale, Israël a plutôt augmenté, enfin plutôt amélioré son rapport de force global dans la région. Dans la région absolument, face au printemps arabe. Mais attention, ce mouvement des printemps arabes, au fond, n'a été qu'un signal supplémentaire de l'affaiblissement
géopolitique du monde arabe, parce que cet affaiblissement, il existait déjà depuis plusieurs décennies. Frédéric, merci pour ces précisions. Merci de nous avoir accordé votre temps et bonne santé, comme on dit. C'est le moindre des choses par les temps qui courent. Et à bientôt. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Au plaisir.